Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Bienvenue dans le Grand Matin Sud Radio. C'est le petit déjeuner politique de Jean-Christophe Lagarde, qui est tête de liste UDI pour les Européennes, président de l'UDI et député de Seine-Saint-Denis. Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Emmanuel Macron personnalise les Européennes. Il va mettre toute son énergie, a-t-il dit hier, pour barrer la route au Rassemblement national. Est-ce le rôle du chef de l'État dans cette campagne ? Non, je crois que c'est une double faute. D'abord parce que le chef de l'État, il doit être le président de tous les Français et pas devenir un directeur de campagne d'une élection, même si évidemment il est intéressé par l'élection. Mais c'est une faute supplémentaire, puisqu'en fait, depuis 2 ans, il nous explique que le débat européen est quelque chose d'important pour lui. Et là, ce qu'il est en train de nous expliquer, c'est que c'est Madame Le Pen qui est important pour lui. Pardon de le dire comme ça, mais quand on lit que son entourage dit il veut être en tête pour la deuxième partie du quinquennat, c'est pour la politique intérieure, c'est pas pour le projet européen. Moi, si je me suis engagé dans l'élection européenne, c'est pour le projet européen. Et de projet européen, on n'en voit pas, y compris chez les partisans du président de la République. Je vous prends un exemple. Hier, il publie un document, 15 jours avant les élections, excusez du peu, dans lequel il dit qu'il faut une banque de l'environnement. Ah bon, une banque de l'environnement? Mais elle existe déjà. Ça s'appelle la BEI, la Banque européenne d'investissement. Sur le plan Juncker de 500 milliards, un tiers était pour la transition environnementale. Donc je trouve que il y a un jeu malsain entre le président de la République et Madame Le Pen qui s'alimente. C'est une partie de ping-pong qu'ils sont en train de jouer, prenant les Français pour des imbéciles. Ce n'est pas le premier tour de la présidentielle, ce n'est pas le second tour de la présidentielle. C'est une élection européenne qui se jouera à la proportionnelle et où chaque voix comptera. Et moi, je vais vous dire, je suis très fier de porter une liste qui permet aux Français de voter vraiment pour une Europe efficace, équitable, qui soit relancée, sans être obligé de faire un chèque en blanc à Emmanuel Macron. Mais c'est vrai que hier, c'était assez flagrant. Tous les ministres qui sont montés au créneau, c'était pour dénoncer Marine Le Pen qui veut un troisième tour de la présidentielle. Je ne sais pas d'ailleurs si sur le fond, c'est ce que veut Marine Le Pen. Mais bien sûr que c'est ce qu'elle veut, parce que ça lui permet de se mettre en vedette, ça efface Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, moi j'en ai marre, qu'on focalise ou qu'on monopolise le débat politique français, depuis 2 ans ça dure, sur ces 2 personnages. Ce sont 2 acteurs importants de la vie politique de notre pays, mais fort heureusement, ça ne se réduit pas à leur petit combat, qui en réalité ne porte même pas sur des idées, là, dans le cas d'espèce. Madame Le Pen veut sortir de l'Europe, Monsieur Macron ne veut pas sortir, il dit qu'il veut la transformer, il dit pas comment. Bon, eh bien, il y a un moment donné où il faut que les Français puissent être pris pour des citoyens responsables et qu'on parle de l'enjeu européen, parce que je vous rappelle une chose, on n'a déjà pas eu le débat européen pendant l'élection présidentielle du fait des affaires qui l'ont traversé, et on l'a pas là parce qu'il y a eu la crise des ronds-points, Notre-Dame, les gilets jaunes, et maintenant la crise des ronds-points, ça a permis de discuter de sujets de fond de notre société. Pas de l'Europe. Mais pas de l'Europe, peut-être un peu moins de l'Europe, même si évidemment c'était dénoncé par certains. Juste d'un mot encore, parce que du coup Marine Le Pen dit que Emmanuel Macron veut en faire un référendum et que dans ces conditions, il faudra qu'il en tire les conséquences s'il venait à être battu. Ben voyons, passe-moi le sel, je vais te passer le poivre. Hein, voilà. Ouais. Mais ils se téléphonent pour se parler ou quoi? Il faut arrêter de prendre les Français pour des imbéciles, pour pas dire un mot plus grossier. L'Europe, elle a besoin aujourd'hui d'un plan de relance. Elle est en panne, comme elle l'était dans les années 80, quand Jacques Delors en a pris la tête. Elle est en panne de démocratie. On va convoquer 390 millions d'électeurs, et c'est pas les députés qu'ils auront élus qui vont choisir le patron de l'Europe, c'est-à-dire le président de la Commission, qui est le Premier ministre de l'Europe. Elle est en panne d'efficacité et d'objectifs. Elle n'a pas de projet fédérateur. Et une des grandes erreurs de M. Macron a été de distribuer les bons points, de faire la leçon à tous les dirigeants, encore dans le programme hier. Or, l'Europe n'avance que quand vous portez des projets fédérateurs. C'est-à-dire quand vous faites en sorte que tout le monde y trouve son compte. Et moi, j'ai essayé de trouver dans mon projet des axes qui permettaient qu'aucun chef d'État ne s'y oppose. Parce que c'est comme ça que vous faites avancer l'Europe. C'est pas, il y a un chef et les autres suivent. Qu'est-ce que vous voulez? Que les autres chefs d'État soient impressionnés, entre guillemets, par la parole de la France ou de son président. Jean-Christophe Lagarde, quand on regarde quand même les intentions de vote, on voit que la liste de Nathalie Loiseau pourrait être battue de 2 points, 2-3 points par le Rassemblement national. C'est ce que vous pesez dans les intentions de vote aujourd'hui. Peut-être que vous ferez plus, peut-être moins. En tout cas, c'est ce que vous pesez. Vous êtes vous-même centriste. Est-ce que vous n'auriez pas pu vous allier à Emmanuel Macron pour cette européenne, pour battre peut-être aussi le Rassemblement national et être en tête, non? Avec tout le respect que puisqu'il dirige au centre, non? Avec tout le respect que je vous dois, est-ce que vous vous rendez compte de la question que vous me posez? Bien sûr. Vous êtes en train de me dire que des listes qui ont été déposées il y a 3 semaines auraient dû être ensemble pour un projet qui a été publié avant-hier. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on me demandait,
comme on le demande aux Français, c'est de signer un chèque en blanc à Emmanuel Macron. La réponse est non. Moi, je veux un chèque pour l'Europe. Pas pour Emmanuel Macron, ou pour d'autres d'ailleurs. S'il y avait eu un projet, si on avait pu se mettre d'accord. Et je vais vous répondre sur le Front National. Bien sûr que le populisme est en danger, en France et en Europe. Mais dire qu'il n'y a qu'une seule façon de s'opposer au populisme est un mensonge. Et je ne participerai pas à ce mensonge. La réalité, monsieur, c'est qu'aujourd'hui, grosso modo, si on croyait les instituts de sondage qui se sont toujours trompés aux européennes, et je ne parle pas que de ma liste, il manquerait 200 ou 300 000 voix pour permettre à la liste Les Européens que je conduis avec Nora Béra et Louis Giscard d'Estaing, il manquerait grosso modo 200 300 000 voix pour avoir 5 députés européens, 5 députés pro-européens de plus. Et vous savez quelles conséquences ça aurait? C'est qu'il y aurait 3 députés FN de moins. En réalité, en votant pour notre liste, il y a plus de chances d'avoir moins de députés populistes qu'autre chose. Et je termine. Vous dites 2 points, 3 points d'écart, etc. Vous savez quoi? Celui qui sera en tête de cette élection, contrairement au grand mensonge qui est largement répété dans la presse, parce que c'est vendeur comme affaire, parce que ça fait de l'audience, celui qui arrivera en tête, il n'aura rien de plus que les autres. Je répète, c'est pas le premier tour de la présidentielle. Parce que la vérité, c'est que si vous êtes l'un à 21 ou 22 et l'autre à 20, ils auront peut-être même le même nombre de députés. Qu'est-ce qu'ils auront gagné? C'est pas là que ça se joue l'Europe. Ça se joue sur les projets, et j'attendais moi qu'il y en ait. Enfin, il y en a malheureusement pas en dehors celui que je porte. Et deuxième chose, ça se joue dans la construction d'une majorité au Parlement européen, et certainement pas dans le petit écart qu'il y aura entre les deux à la sortie. Non, mais je parlais aussi des valeurs, Jean-Christophe Lagarde, parce que vous êtes le patron de l'UDI et que hier, Nathalie Loiseau est allée rendre hommage à Simone Veil. On rappelle que l'UDI que vous présidez est l'héritière de l'UDF de Simone Veil, non? C'est une récupération, ça, ou pas? Monsieur, j'ai trop de respect pour Simone Veil. J'ai même de l'affection pour ses 2 fils, mais Jean Veil est sur la liste. Pardon, je n'aime pas ce genre de choses. Et pour tout vous dire, l'UDI, avec Jean-Louis Borloo, avec moi-même, avec quelques autres, a été créé, discuté, élaboré dans le salon de Simone Veil, place Vauban, en présence d'Antoine Veil. Donc, moi j'aime bien qu'on fasse de la récupération, mais si vous voulez, en 1989, j'étais un jeune militant derrière Simone Veil. En 1989, Madame Loiseau était candidate sur une autre liste que celle de Simone Veil. Bon, donc du coup... Je n'aime pas ce genre de choses. Je pense qu'il vaut mieux essayer d'avancer avec des idées. Moi, je voudrais en proposer quelques-unes. Donc c'est vraiment de la récupération, quoi, là, hier. Écoutez, Simone Veil, elle a mené des combats, nous continuons à les porter. Par exemple, nous voulions en 89 des gardes-côtes et des gardes-frontières, une police des frontières européennes. Ça aurait évité les drames qu'on a vus en Méditerranée, les vagues de migrants qu'on a vus arriver, qui ont fait monter les populismes. Qui l'a refusé? Ce sont les nationalistes et les frileux. Parce que protéger, entre guillemets, l'Union européenne de gens qui viennent et qu'on n'invite pas, c'est facile de le faire sur les côtes, c'est beaucoup plus difficile de le faire dans les Alpes, dans les Pyrénées ou sur le Rhin. Bon, et donc la frontière extérieure est plus valable. Mais je répète, l'Europe, elle avance avec des projets, pas avec ce genre de... ça fait un coup de campagne. Est-ce que vraiment les Français pensent que c'est ça qui doit les faire vous avez dû quand même la voir mauvaise, quoi, non? Non, non. Enfin, ce qui me frappe... un peu. Non, monsieur, ce qui me frappe, c'est que on s'obnubile par l'accessoire, par le buzz, et jamais par la réflexion. Je trouve consternant que la vie politique française devienne un lieu où on cherche à faire réagir et pas à faire réfléchir. Quand, par exemple, je propose qu'on supprime les contributions nationales au budget européen, c'est-à-dire les chèques que les pays font au budget européen, je cherche un moyen de casser les égoïsmes nationaux. Parce que tous ceux qui... donnent de l'argent, disent « je veux autant chez moi ». Bah oui, mais vous ne pouvez plus avoir de politique européenne, parce que chacun, en réalité, cherche juste à récupérer son argent. C'est débile, parce que pendant ce temps-là, vous ne menez pas une recherche sur l'intelligence artificielle. Il y a 8 milliards qui sont mis par les pays européens de façon très dispersée et désorganisée, quand une entreprise américaine, Google, met 15 milliards à elle toute seule. Ils vont nous décrocher technologiquement. L'Europe, ça doit être pour la volonté de stratégie industrielle, de capacité à protéger nos frontières, de développer une politique énergétique qui nous rende moins dépendants de l'Algérie, des pays du Golfe ou de M. Poutine. Voilà le niveau du débat politique que j'aimerais avoir. Malheureusement, personne ne fait ça. Et un coup, c'est le match de ping-pong. L'autre coup, c'est le recueil au Panthéon. C'est quoi demain? Sur un sujet aussi de fond, il y a le feu vert pour le référendum d'initiative partagée pour la privatisation d'ADP. C'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Alors, vous êtes derrière ou pas, vous? Moi, je le signerai pour le compte. Vous allez signer? Je signerai comme député, bien sûr, mais comme électeur, parce que je pense que c'est une erreur de fond.
Erreur de fond de la privatisation. De la privatisation d'ADP. Pourquoi ? Y compris de la Française des Jeux. Dans le cas de la Française des Jeux, si vous voulez, c'est une belle rente pour l'État et on vend quelque chose plutôt que d'encaisser des bénéfices chaque année. Donc on va s'appauvrir à terme. Dans le cas d'ADP, je pense qu'on peut parfaitement assurer le développement d'aéroports de Paris sans avoir besoin de passer par la privatisation. Il se trouve qu'il y a bien longtemps, il y a une vingtaine d'années, j'avais été nommé par un ministre dans le conseil d'administration d'Aéroports de Paris. C'est une entreprise que je connais un peu, elle a des enjeux, mais on pouvait faire autrement. Je reviens sur la question. Le RIP, c'est quand même... Référendum d'initiative partagée. Vous voyez bien que c'est pas partagé. En tout cas, pas comme moi je le souhaiterais. Ce sont les députés qui ont lancé, un certain nombre de députés qui ont lancé l'initiative et les citoyens qui doivent suivre. Moi, je préfère un système qui serait le RIC. Vous êtes pour le RIC alors ? Oui, je pense que le bon système, c'est quand il y a 1 million de Français qui veulent un référendum, ce référendum doit être organisé. Et pour qu'il soit adopté, il faut qu'il y ait un quart de la liste électorale qui approuve le référendum. Ça fait 11 millions de Français. Ça me paraît raisonnable. Pour dire les choses concrètement, je pense même qu'on pourrait avoir tous les ans, au mois d'octobre, les référendums que les Français ont demandé. Ça donnerait une respiration démocratique dans notre pays. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut plus dire à l'heure des réseaux sociaux, des chaînes d'information permanentes, aux citoyens, vous votez maintenant et on se revoit dans 5 ans. Il faut leur donner la possibilité d'intervenir dans le débat public, même si ça dérange les personnes politiques, certains personnages politiques, pour qu'il y ait une respiration au milieu. Sinon, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? La grève, les manifestations, les ronds-points et la violence. Ben non, il faut trouver d'autres formes. Donc, vous rejoignez finalement les Gilets jaunes dans leurs revendications, parce que beaucoup portent cette idée du RIC, quoi. Mais je pense qu'un RIC qui est organisé, comme je viens de le dire, 1 million de signatures et un quart des électeurs qui adoptent pour que ça puisse être approuvé. On ne va pas faire des référendums où il y aurait 3 millions de personnes qui auraient voté et que ça serait une loi. Ben voilà, c'est pas très compliqué. Et en quoi ça dérange ? Et quel est d'ailleurs le sujet qu'on interdirait aux Français ? Je ne pense pas qu'aucun responsable politique soit légitime à dire de ça vous ne débattrez pas. On m'a souvent posé la question, par exemple, je te répète, nous sommes le parti héritier de Simone Veil. On parle de l'avortement. Bien sûr qu'on se battra comme des fous pour que les femmes conservent le droit à l'avortement. C'est d'ailleurs une des choses qui m'a choqué dans le choix de M. Bellamy comme candidat. Il le met pas, lui, en avant. Il dit c'est personnel. Attendez, excusez-moi, c'est encore plus choquant. Il a dit un jour, ce sont mes convictions, mais je les défendrai pas. Moi, je pense que pour aller dans une élection, il vaut mieux défendre ses convictions. Et c'est européen aussi, parce que figurez-vous que l'Europe, elle vote sur le droit des femmes, sur le droit des minorités, etc., très régulièrement. Jean-Christophe Lagarde, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Patrice Blanc appelle, le président des Restos du Cœur, appelle à un plan européen de lutte contre la pauvreté. Et selon l'association, les fonds consacrés à l'aide alimentaire pourraient être divisés par 2. Pourquoi personne n'en parle ? Pourquoi aujourd'hui, dans tous les programmes, de tous les politiques, de toutes en tout cas les gens qui vont aux européennes, personne ne soutient ce plan pauvreté ? Non, moi je suis parfaitement opposé à l'idée qu'on puisse diviser, parce que la pauvreté, elle est très forte en France, elle est moins forte dans beaucoup de pays d'Europe, mais elle est très forte quand même, elle est trop forte en tout cas, et qu'on ne peut pas... L'Union européenne, c'est un projet, ou ça devrait devenir, de mon point de vue, un projet de construction de puissance pour rééquilibrer les rapports de force avec les États-Unis, la Chine, l'Inde, les géants d'Internet, pour ne pas subir la loi des autres. Mais on ne peut pas construire ça et en même temps dire on ne va pas s'occuper de ceux qui sont victimes des inégalités dans notre pays. Donc je souhaite effectivement que ce plan de pauvreté puisse exister. On pourrait même le développer. Quand je veux remplacer les contributions nationales par une taxe sur les transactions financières, par un impôt carbone aux frontières de l'Europe pour que ce soit plus nos contribuables qui payent, mais des contributions extérieures comme c'était à l'origine, ça peut aussi dégager des moyens, des espaces pour des volontés politiques. Des volontés politiques communes et des volontés politiques de solidarité. Et vous me dites pourquoi on ne peut pas en parler ? Mais parce que, nom d'un chien, pardon, mais on n'arrive pas à parler dans cette campagne parce que vous avez des acteurs qui ne le veulent pas, qui prennent les Français pour des imbéciles ou qui les prennent en otage. On n'arrive pas à parler de ça. De la même façon, madame... je suis effaré qu'on ne parle pas d'agriculture dans cette campagne. L'agriculture, c'est 30% du budget européen. La Commission veut réduire de 3 milliards. Comme les Britanniques s'en vont, on a 6 milliards de disponibles. Je propose qu'on augmente l'agriculture de 6 milliards. Pas pour faire plaisir aux agriculteurs. Ils sont engagés déjà dans une transition environnementale. Cette transition environnementale, elle coûte de l'argent. Nous devons faire de notre alimentation une politique de santé publique. Ça aussi, on pourrait en parler. Et c'est vrai pour les pauvres aussi. Oui. Et vous vous engagez auprès des Restos du Cœur ? Oui, bien sûr. Vous pouvez en parler aussi pendant vos meetings, parce que ce soir, vous serez à Montpellier, demain vous êtes du côté de Bordeaux et Agen demain soir. C'est ça. Dans le Grand Sud-Ouest. Merci Jean-Christophe Lagarde était l'invité politique ce matin de Sud Radio. Merci d'être avec nous. Dans un instant, nous serons avec Boris Vallaud, député des Landes et porte-parole du Parti Socialiste, et nous parlons de la privatisation des aéroports de Paris. 7h57. Merci d'être avec nous.